Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au nom de la Commission des sciences humaines de la Faculté de biologie et médecine, je vous souhaite une cordiale bienvenue à ce troisième module de notre cycle de conférences publiques Médecine, santé, spiritualité. Après deux modules sur médecine, santé, au lit du malade, puis dans la culture, nous commençons un module sur spiritualité, santé et psychiatrie. Et nous commençons par un sujet majeur qui va nous intéresser beaucoup, qui est la question du délire mystique. Pour nous parler de ce sujet, j'ai deux invités que j'aimerais vraiment beaucoup remercier d'avoir accepté de participer à notre cycle. C'est le professeur Pierre Bovet, médecin-chef au service de psychiatrie générale du département de psychiatrie du CHUV, qui a bien voulu venir nous parler à propos de délire mystique. Il sera discuté par M. Laurent Amiotte-Suchet, qui remplace au pied levé M. Christophe Monod, qui avait été annoncé sur le programme, mais M. Laurent Amiotte-Suchet a bien voulu remplacer M. Monod, qui a des empêchements d'origine familiale, et il a tout à fait bien préparé les choses pour nous faire une discussion avec le professeur Bovet en deuxième partie. Sa discussion et la conférence devront durer à peu près 1 heure, et nous avons comme d'habitude une demi-heure de débat avec la salle tout à l'heure, et je me réjouis d'organiser ce débat. Mais l'heure est à la science, et j'invite à la tribune le professeur Pierre Bovet pour nous parler à propos de délire mystique. Pierre, c'est à toi. Merci Jacques. J'ai un micro plutôt comme un chanteur de variété que comme un psychiatre, mais enfin, voilà. Donc, je vais effectivement essayer de vous parler sur le thème qu'on m'a demandé de traiter, du délire mystique. À vrai dire, je parlerai plus de délire que de mystique. Je suis psychiatre. Et puis, mais j'évoquerai quand même la mystique. Et puis, c'est surtout, je pense, dans la discussion aussi qu'on pourra tenter de distinguer ce qui doit être distingué dans ce domaine. Alors, je commence par une image épouvantable la première page du petit journal, on n'avait pas tellement de photos encore à l'époque, mais qui relate un fait divers effrayant, il y a un peu plus de 100 ans. Dans un accès de folie mystique, une jeune fille, après avoir rendu ses vêtements de pétrole, se brûle au pied d'un calvaire. La question des délires mystiques est donc une vieille histoire, parfois dramatique, mais de loin pas toujours, comme on le verra tout à l'heure. Sans aucun doute, d'un point de vue du psychiatre, le cas le plus étudié d'un délire, entre autres mystique, mais qui partait dans toutes les directions, est celui du président Schreber, analysé longuement par Freud. Compliqué, le délire de Schreber, avec des dieux faibles ou des petits dieux, des oiseaux enchanteurs, enfin toutes sortes de choses qui allaient autour d'un délire en partie mystique. Voilà pour l'introduction. Mais à propos surtout de délire. Le problème, au fond, c'est que la plupart d'entre nous, il suffit pas il n'y a pas besoin d'être psychiatre, savons reconnaître un délire quand on est face à un délire. Alors qu'aucune définition n'est satisfaisante pour définir ce que c'est qu'un délire de façon claire. Je vous donne ici une traduction que j'ai faite moi-même dans des ouvrages qui fait référence dans cette notion sur le delusional beliefs. Delusional, c'est le terme anglais pour délire, conviction délirante ou croyance délirante, qui est apparu il y a une vingtaine d'années. Ils disent au fond, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être considérés comme des caractéristiques pour définir un délire, mais aucun de ces éléments n'est ni nécessaire ni suffisant. Autrement dit, on a une certaine liste de choses, on peut en prendre certaines, pas en prendre d'autres, et en plus, même si on les prend toutes, on n'a pas une définition suffisante du délire. Alors d'abord, c'est le fait qu'au fond, la certitude affichée par le délirant, j'ai mis le terme anglais original, belief, parce que j'y reviendrai, ce terme de belief en anglais peut avoir des traductions assez différentes. On est certain que, on a la conviction que, on est sûr que, on pense que. Le terme anglais est beaucoup plus large que, j'ai traduit par certitude, mais j'aurais pu traduire aussi par conviction ou par croyance. Donc, quel manque de crédibilité. Bon,
Ça, c'est une des premières choses sur un délire, c'est que souvent, l'objet du délire paraît peu crédible. Il y a un tas d'exceptions à ça, on les connaît bien dans la littérature. J'y reviendrai très, très brièvement. Un des délires classiques, qui n'est pas du tout mystique, c'est ce qu'on appelle le délire de jalousie, c'est-à-dire d'un conjoint qui est convaincu que son conjoint le trompe. En général, ces gens sont tellement insupportables qu'ils finissent par être trompés. Donc le délire est parfaitement crédible. Bien. La certitude, effectivement, n'est en général pas partagée par autrui. Ça, c'est une caractéristique assez fondamentale sur laquelle je reviendrai. Elle est maintenue fermement. Tout le monde le sait, ça ne sert strictement à rien de tenter de convaincre un délirant qu'il a tort. On ne fait généralement que renforcer la conviction délirante. Le sujet est préoccupé par cette certitude, il y pense très souvent, il en parle très fréquemment. La certitude, dit la définition officielle, fait référence à des questions personnelles plutôt qu'à des questions religieuses, scientifiques ou politiques. Ça, c'est surtout, je dirais, une petite remarque politiquement correcte pour éviter de traiter de délirants tous les gens qui ont des opinions politiques ou religieuses quelque peu non conventionnelles. Bien. La certitude est source de détresse subjective et interfère avec le fonctionnement professionnel ou social du sujet. C'est fréquent, mais ça n'est de loin pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de délires, et notamment parmi les délires mystiques, mais tous les délires mystiques ne sont pas comme ça, qui sont au contraire extrêmement réjouissants pour le sujet, qui est très content, ou certains délires de grandeur sont extrêmement réjouissants pour le sujet et ne sont pas du tout une source de détresse subjective. Et puis, généralement, le sujet, contrairement à ce qui se passe par exemple avec des idées obsessionnelles, où le sujet fait des efforts pour essayer de combattre ces idées qui lui viennent en tête, le délirant fait en général pas d'efforts pour combattre cette certitude. Voilà donc une série de propositions qui visent à cerner le délire, à défaut de le définir. Une petite démonstration toute simple pour vous dire que cette définition est totalement insuffisante. La certitude ou la conviction de ce jeune homme répond parfaitement à toutes les définitions du délire. Elle est manifestement fausse, elle n'est pas partagée par autrui, il y pense tout le temps, elle interfère peut-être légèrement avec son fonctionnement social et scolaire, etc. Et pourtant, personne n'aurait l'idée de dire de ce jeune homme qu'il est délirant. On voit par là que ces définitions objectivistes, si je puis dire, du délire, qui s'attachent au contenu du délire pour tenter de le définir, et puis à la façon dont le sujet délirant vit sa certitude, sont totalement insuffisantes. C'est-à-dire que pour définir ou pour sentir un délire, ce qui fait que, encore une fois, pour la plupart d'entre nous, on se fait tromper de temps en temps, y compris quand on est psychiatre, mais on reconnaît un délire, c'est qu'il y a un aspect communicationnel dans le délire, autrement dit que ce qui caractérise le fait d'être délirant, c'est ce qui se passe entre le sujet délirant et son interlocuteur, et non pas seulement à l'intérieur du sujet délirant. Si on essaye de définir le délire seulement par ce qui se passe à l'intérieur du sujet délirant, on aboutit à des bizarreries ou à des incomplétudes ou à des contradictions. L'interlocuteur peut être un interlocuteur réel, celui qui entend le délire, ou un interlocuteur que je peux appeler anonyme, le « on » de l'humanité. En plus, dans cette terminologie autour de la certitude, du belief, de la conviction, de la croyance, etc., aucune distinction, je dirais de type philosophique ou anthropologique, n'est faite entre différentes formes de certitude. Alors là, j'entre dans quelque chose, j'espère, qui ne va pas être trop compliqué. Je donne 3 exemples de certitudes que, quant à moi, en tout cas, je partage. Je suis certain que la Tour Eiffel est à Paris. J'y ai été, aussi bien à Paris qu'à la Tour Eiffel. Je connais pas mal de gens qui ont été à Paris et à la Tour Eiffel. Je lis toutes sortes de prospectus touristiques sur lesquels je vois la Tour Eiffel au sein de Paris. Il y a un ordre de certitude sur le fait que je sais, ou je suis certain,
j'ai la conviction que la Tour Eiffel est à Paris, qui, je pense, j'ose espérer, personne d'entre vous pensera que c'est délirant. Bien, de ma part. Je suis certain que la Terre tourne autour du Soleil. Là, j'ai aucune preuve directe, à vrai dire. Mais enfin, je crois d'innombrables scientifiques qui l'affirment. Cela dit, pendant des milliers d'années, d'innombrables gens ont cru exactement le contraire, c'est-à-dire que le Soleil tournait autour de la Terre, sans qu'il ait été délirant pour autant. Disons, je fais confiance à un certain nombre de gens qui m'affirment que la Terre tourne autour du Soleil et, bon, ok, d'accord, ça va. C'est une espèce de certitude scientifique qui me va, qui ne joue pas un rôle majeur dans ma vie quotidienne, mais enfin, vu le métier que je fais, voilà, j'ai cette certitude. Je suis certain que le Soleil se lèvera demain matin. Alors ça, c'est autre chose. Je n'en ai strictement aucune preuve, vous non plus. Mais nous vivons avec cette certitude qui est d'une autre nature, qui est d'une nature anthropologiquement ou philosophiquement tout à fait différente, qui fait partie, au fond, de l'arrière-fond de notre vie quotidienne, d'un partage entre tout le monde. Nous vivons avec cette certitude, même si nous n'en avons strictement aucune preuve. Mais ça a une toute autre portée, si vous voulez, anthropologique ou philosophique, que celle d'être certain que la Tour Eiffel est à Paris. D'ailleurs, ce type d'inquiétude, au fond, je prends Ramu puisque je parle ici, mais enfin, se reflète dans, par exemple, le roman de Ramu. Autrement dit, on est dans quelque chose d'autre qu'une certitude factuelle. On agit en étant certain que le soleil se lèvera demain matin, qu'il y aura un nouveau jour, mais sans pouvoir le démontrer en aucune façon, et personne, pas même non plus les scientifiques. Or, autrement dit, il y a un ordre de certitude qui est plus proche de quelque chose comme la foi, comme la croyance religieuse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un arrière-fond, alors pour ce qui est de la foi qui n'est pas partagée par tout le monde, mais enfin, qui dit quelque chose de la façon dont le sujet vit son monde en général, mais qui, la foi, comme, ça peut-être ça se discutera tout à l'heure, mais enfin, la foi, comme le fait que le soleil, la croyance en Dieu, comme le fait que le soleil se lèvera demain matin, peut difficilement être prouvée. Mais on vit avec cette certitude, elle oriente notre mode d'existence, notre mode de rapport à autrui. Or, c'est important, dans les délires, de distinguer, au fond, quel type de certitude, par rapport à ces différents types anthropologiques, quel type de certitude les délires évoquent. Ils peuvent évoquer aussi bien, je veux dire, vous pouvez avoir un sujet délirant qui vous dit que la Tour Eiffel est à Berne. Bon, ça dira probablement autre chose que, effectivement, un délire, par exemple, un délire mystique qui prend une autre teinte anthropologique que celle de croire que la Tour Eiffel se situe à Berne. Autrement dit, ce qui caractérise le délire, ce n'est pas tellement son contenu que la rupture du lien intersubjectif dans la communication ou la rupture du partage d'un fond commun de ce qu'on peut appeler l'évidence naturelle. L'évidence naturelle, c'est une notion évoquée par un psychiatre phénoménologue, Wolfgang Blankenburg, un Allemand, qui est au fond tout ce qu'on sait sur comment marche le monde sans qu'on nous l'ait jamais appris. Mais tout ce qui constitue l'arrière-fond de notre mode d'existence, surtout dans les relations interhumaines ou avec le monde. C'est au fond comment ça marche. Qu'est-ce qui est évident et qu'est-ce qui n'est pas évident? Qu'est-ce qui est probable et qu'est-ce qui est improbable? Beaucoup plus que qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Cela dit, malgré ou au-delà de cette rupture du lien intersubjectif, en général, c'est controversé par un certain nombre de mes collègues psychiatres, mais je suis pour ma part convaincu que dans les éléments délirants
évoqué par un sujet, quelque chose des préoccupations existentielles propres du sujet se manifeste à travers la thématique délirante, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être abordé directement et par conséquent pas non plus être élaboré, que ce soit par un thérapeute ou par un simple interlocuteur, parce que précisément ce lien intersubjectif qui permet la communication et l'élaboration est brisé. Et ça, je pense que c'est une chose absolument majeure pour distinguer le délire mystique du mysticisme. C'est-à-dire que c'est évident que le délire mystique, pour qu'on parle de délire mystique, il faut qu'il y ait cette rupture du lien intersubjectif, encore une fois, de communication et de fond commun. Alors, quelques mots, peut-être moins philosophiques à propos du délire. D'une part, le délire, c'est quelque chose de très peu spécifique d'un point de vue de la psychopathologie. Il peut se trouver dans de très nombreuses pathologies. C'est au fond un mode de réaction possible de l'être humain face à un certain nombre de difficultés. Et à vrai dire, on estime que 20 à 30% de la population générale a déliré au moins une fois dans sa vie. Alors, on le trouve évidemment dans les grandes pathologies psychiatriques, comme la mélancolie, comme la manie, comme la schizophrénie, etc. On le trouve aussi en lien avec certaines pathologies somatiques, notamment des fièvres très fortes, entre autres, par exemple, dans la malaria. Les gens qui souffrent d'hypercholestérolémie ou qui sont traités par cortisol peuvent développer des épisodes délirants, etc. Donc c'est quelque chose de très banal en soi. Cela dit, la forme du délire peut être extrêmement variable. Il y a des délires qui durent juste quelques heures, il y a des délires qui peuvent s'étendre sur des années, il y a des délires qui sont extrêmement construits, extrêmement logiques. C'est ceux qui sont d'ailleurs très difficiles à repérer, souvent, parce qu'il y a une construction qui est difficilement attaquable d'un point de vue de la logique. D'autres sont, au contraire, partent dans des fantasmagories où aucune logique n'est respectée. Certains délires sont très focalisés sur une thématique très particulière, d'autres, au contraire, partent là aussi dans toutes sortes de directions, etc. Et puis, une chose qui est importante et qui est reconnue depuis très longtemps, c'est que les délires, et surtout ces délires, au fond, qui s'attachent au côté, disons, si le soleil ne revenait pas, hein, disons, au côté fond commun, sont souvent pas du tout mis en acte. Ils ne sont pas du tout extériorisés. On pourrait s'attendre à ce que le délirant agisse son délire. Mais très souvent, il ne l'agit pas du tout. Il y a eu pendant longtemps, à l'hôpital de Sri, se tenait dans le hall d'entrée où il y a une rose des vents avec les directions des différentes directions cardinales, comme ça, un patient chronique, qui était là très longtemps, qui attendait les visiteurs, tous, quels qu'ils soient. Son plaisir, c'était de leur serrer la main. Et alors, on lui serrait la main et ça faisait mal généralement parce qu'il avait une poigne absolument extraordinaire dans laquelle il vous broyait, donc vous faisiez ouille. Et puis il disait, c'est pas étonnant parce que c'est avec ses mains que j'ai forgé les planètes et que je les ai lancées dans tout le ciel. Bon. Ok, donc il avait un délire de toute puissance absolument extraordinaire, mais ce même patient, si on lui suggérait l'automne venu de prendre un balai et de balayer les feuilles mortes devant l'entrée de Seri, il le faisait sans aucun problème. Au fond, il y avait une double comptabilité. C'est comme ça que Bleuler a évoqué cette discordance entre le contenu délirant et les actes du sujet, cette double comptabilité. La classification en psychopathologie des délires est extrêmement peu... elle est de briques et de broc, elle manque totalement de systématique. Certains délires sont classés en fonction de la pathologie sous-jacente. On parle de délire mélancolique chez les déprimés graves, on parle de délire maniaque chez les gens au contraire dont l'humeur est très élevée. Parfois, on classe les délires en fonction de leur contenu. Le délire de jalousie, que j'ai évoqué tout à l'heure, ou le délire de ruine, qui se trouve souvent chez les gens gravement déprimés, qui pensent qu'ils sont ruinés du point de vue financier. Parfois,
termes d'une atmosphère générale dégagée par la thématique délirante, les délires de persécution ou paranoïdes, qui sont les plus connus, les délires de culpabilité, le délire de grandeur ou le délire mystique appartient à ce type de catégorisation. Et puis, une autre distinction qui fait aussi beaucoup couler d'encre, en tout cas parmi les psychiatres, c'est en fonction de la plausibilité, la distinction des délires dits bizarres, qui sont totalement impossibles, je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, ou des délires qui sont possibles, un délire de jalousie ou un délire de ruine, c'est évidemment possible. Il arrive que les gens perdent leur argent. Et puis aussi, c'est au fond la compréhensibilité, en quoi la thématique délirante est facilement compréhensible par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire du sujet et de ses préoccupations, ou bien en quoi on a l'impression que c'est extrêmement difficile de manifester de l'empathie vis-à-vis de la thématique délirante. C'est des notions controversées, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce qui me paraît plus important par rapport aussi à notre sujet aujourd'hui, sur les délires mystiques, c'est que dans les grandes pathologies psychiatriques, la schizophrénie, la mélancolie, la manie, ce n'est pas forcément vrai ce que je vais vous dire à propos des délires de brève durée, des délires aigus, ni des délires liés à la malaria ou à l'hypercortisolémie. Mais les thématiques délirantes reflètent en général les grandes préoccupations existentielles de l'homme. Les délires de filiation, par exemple, de penser qu'on a des parents différents des siens, voire qu'on est descendant directement d'un personnage célèbre, d'un roi, d'un prince, d'une star de cinéma, d'un chanteur de variété, ou de Jésus-Christ, voire même une patiente dont on m'a parlé récemment qui pense qu'elle est la mère de Dieu. C'est un délire de filiation un peu particulier, mais bon. La question d'être aimé ou persécuté, la question d'être seul ou entouré, le libre arbitre, parmi les délires, notamment schizophréniques, les plus difficiles à supporter par les patients, c'est l'impression, ce qu'on appelle l'automatisme, enfin c'est les délires de contrôle, l'impression que le sujet n'est plus maître ni de ses pensées ni de ses mouvements, mais qu'il y a une force extérieure qui le dirige complètement. La question du bien et du mal, de l'enfer ou pas, il y a encore quelques années, c'était l'Union soviétique ou les États-Unis, la CIA ou le KGB, le sens ultime de la vie, la puissance, la richesse et la gloire, la culpabilité, etc. Enfin, c'est des thèmes qui ressortent très souvent dans tous les délires, dans les grandes pathologies psychiatriques chroniques. Alors, il est clair que, dans ce sens-là, tout ce qui touche au caractère divin, à la communication immédiate avec le divin, à la réalité supérieure, invisible, etc., tout ce qui touche à la mystique, est un point d'ancrage extrêmement privilégié des contenus délirants. Parce que toutes ces thématiques de l'affiliation, etc., de ce que j'ai évoqué ici, d'être seul ou entouré, d'être aimé ou persécuté, du bien et du mal, du sens ultime de la vie, tout ça, évidemment, peut se trouver assez facilement, être exprimé par quelque chose qui touche à la mystique, d'où la fréquence, à vrai dire, des délires de type mystique. Alors, ce sont les délires des schizophrènes qui ont fait l'objet des recherches les plus nombreuses sur leur constitution et leur contenu. C'est aussi eux qui sont les plus intrigants. Et c'est en raison même, je dirais, au point des soubassements de la pathologie schizophrénique. Je ne veux pas entrer là-dedans, j'en aurai pour 2 heures, mais au fond, la schizophrénie se caractérise comme un soubassement, avant même les symptômes psychotiques de type délirant ou hallucinatoire, comme par une instabilité, une dissolution des fondements du sens de soi. La question de l'identité, mais pas de l'identité professionnelle ou bien de comment je m'appelle, mais vraiment des limites de mon corps propre, des limites de mon corps par rapport à autrui ou par rapport au monde, sont pas du tout stables et tranquilles, si je puis dire, chez les patients schizophrènes. Liées à cette instabilité du sens de soi,
tous les fondements de l'échange intersubjectif sont aussi extrêmement fragiles, distordus, peu clairs chez les schizophrènes. Et donc, très souvent, les délires schizophréniques touchent à cette question, disons, de si le soleil ne revenait pas. Au fond, c'est-à-dire expriment quelque chose, peut-être plus d'un mode d'être au monde qu'une certitude à propos d'un objet. Au fond, enfin, surtout les délires florides des schizophrènes, mystiques ou proches de la mystique, et ont ce caractère aussi de double comptabilité, c'est-à-dire que les patients, d'un côté, peuvent être complètement envahis par ce délire, mais par ailleurs être parfaitement au point sur d'autres choses. La semaine dernière, j'ai vu un de mes patients qui, depuis quelque temps, est parti dans un délire qu'on peut appeler peut-être mystique, mais dans laquelle il n'est pas question explicitement de Dieu. Mais au fond, c'est un patient qui, à la fois, sait pertinemment qu'il est actuellement asthrie, qui suit, quel médicament il prend, qui m'a décrit, il était tout fou d'avoir vu récemment les nouvelles rames du LEB, qui a pu me les décrire, qu'il les trouvait très jolies, etc. Mais qui, par ailleurs, me disait qu'avec son index, il venait de casser 3 astéroïdes qui menaçaient de s'écraser sur la Terre, et que d'un coup de pied, il avait pu remettre la Lune à sa place. Alors, il y a quelque chose de discordant. Il est de loin pas idiot, ce monsieur, et on ne peut pas croire qu'il croit au fait qu'il a remis la Lune en place, comme il pourrait croire que la Tour Eiffel est à Berne. C'est d'une autre nature, et alors, encore une fois, ce n'est pas un délire mystique, mais le délire mystique a ce type de nature, disons, véhiculer quelque chose d'un mode d'être au monde qui est différent, et c'est probablement à ça qu'il faut s'intéresser face à un délire mystique, plutôt qu'au contenu même du délire. Mais bien entendu, encore une fois, ça dit aussi quelque chose des préoccupations existentielles du sujet. Ce n'est pas un hasard si un sujet délirant prend un thème mystique plutôt qu'un thème d'une autre nature, comme par exemple la question de la Lune et des astéroïdes, ou de la bombe atomique, ou de je ne sais pas quoi. Parce qu'au fond, derrière, chez les patients schizophrènes, derrière cette instabilité du sens de soi, les psychiatres phénoménologues, et notamment Ludwig Binswanger, l'inventeur de la Daseinanalyse, décrit au fond comme un mode d'organisation à partir de ce sens de soi fragile, friable, etc., et des difficultés d'intersubjectivité, des modes, ce qu'il appelle des modes de la présence manquée, de la présence humaine, la présence au monde et à autrui manquée. Et il décrit 3 grandes formes, la distorsion, la présomption et le maniérisme. Alors, je vais passer assez rapidement sur la question de la distorsion et du maniérisme, et puis être juste un tout petit peu plus explicite sur la question de la présomption, parce que probablement que la présomption a à voir, enfin, c'est quelque chose aussi qui facilite, si je puis dire, l'accès à un délire mystique. Alors, juste, je mets en garde, c'est des propositions de phénoménologues, ce n'est pas toujours tout simple à comprendre. Alors, pour Binswanger, la distorsion se manifeste par l'absence d'un cadrage intersubjectif à l'ustensilité. Alors, je vais essayer de donner un exemple. Si vous allez pique-niquer avec un groupe d'amis ou votre famille, vous allez vous promener, puis vous êtes dans un bois, et puis à un moment donné, il y a une clairière avec quelques cailloux et quelques troncs d'arbres coupés. Vous pouvez décider qu'un tronc d'arbre suffisamment bas et suffisamment large va vous servir de table. Vous allez dire, ça c'est la table, et puis tel et tel caillou, c'est ma chaise ou mon tabouret. Ça, je veux dire, c'est de l'ustensilité à la fois spécifique, parce que c'est ce qu'on en fait. Le caillou n'a pas été là pour être un tabouret, la souche d'arbre pas être là pour une table, mais enfin, vous pouvez décider que c'est respectivement un tabouret et une table, et c'est compréhensible dans le cadre intersubjectif dans lequel vous êtes. Mais vous pouvez aussi être absolument tout seul à décider
disons, ce cadrage intersubjectif de la désignation de à quoi sert un objet peut être complètement perdu. Binswanger donne un exemple effrayant de la distorsion d'un père qui a une fille atteinte d'un cancer terminal, c'est dans les années 30, il n'y a aucun espoir de la guérir, et qui, pour son dernier anniversaire, lui offre un cercueil comme cadeau. Alors c'est à l'évidence pas très adéquat, même si du point de vue justement de l'ustensilité, c'était peut-être bien un des derniers objets dont elle pouvait avoir besoin. Le maniérisme, c'est une autre forme aussi, au fond, d'essayer de compenser cette difficulté avec l'identité, avec le sens de soi, qui est, au fond, un manque d'authenticité, le fait de se conformer plutôt à des modèles extérieurs qui sont proposés par l'opinion publique, à des lieux communs. La présomption, pour Binswanger, c'est une disproportion entre l'horizontalité et la verticalité. Les phénoménologues sont très intéressés par l'espace vécu, le temps vécu, etc., la temporalité. Au fond, entre comment on peut avancer et comment on tente ou on cherche à s'élever. Et au fond, la présomption, c'est de vouloir monter trop haut par rapport à la base, l'étendue qu'on a, l'étendue en termes de ressources, en termes d'où on vient, etc. C'est vouloir aller trop haut, s'égarer, etc. On tente de s'élever au-delà de ce que sa propre expérience devrait nous permettre d'atteindre. L'exemple mythologique classique de la présomption, c'est Icare, qui paye cette hubris, le fait de vouloir faire ce qui est permis aux dieux et ce qui n'est pas permis à lui, qu'il paye de sa chute. Alors, on sent cet aspect de présomption souvent, pas dans tous les délires mystiques, mais dans un certain nombre de délires mystiques, on sent cet aspect de présomption. Cette patiente qui pense être la mère de Dieu, il y a quelque chose d'assez évidemment présomptueux. À propos des délires schizophréniques, et je vais signaler deux auteurs, un auteur allemand, Klaus Konrad, qui a publié en 1958 ce livre, Les schizophrénies débutantes, à la suite d'observations de plus d'une centaine de cas d'éclosion d'un délire de persécution, d'un délire paranoïde chez les patients schizophrènes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était chez des soldats allemands, et qui a, au fond, décrit les stades par lesquels le sujet passe jusqu'à l'éclosion délirante. Je le mentionne aussi parce que, vous allez le voir, pour Konrad, comme pour l'auteur que je citerai tout à l'heure, un auteur polonais, il est frappant de voir que les termes qu'ils utilisent, ils en font des termes techniques pour utiliser, par exemple pour distinguer différentes phases du délire pour ce qui est de Konrad, ou bien différentes thématiques délirantes pour ce qui est de Kepinski, l'auteur polonais que je citerai tout à l'heure, ils utilisent des termes qui sont fréquemment utilisés dans le langage religieux. Et c'est assez frappant de voir cette analogie. Alors Konrad, dans l'éclosion d'un délire, distingue une première phase qu'il appelle le tréma. C'est un terme intraduisible qui a été des fois traduit par trac, mais ce n'est pas exactement le trac. Ce n'est pas forcément lié à la peur, mais c'est effectivement la sensation que peut avoir un acteur ou un sportif de haut niveau quand il est juste dans le portillon de départ du Lauberhorn. C'est-à-dire que je ne peux plus reculer. Je dois y aller, ou alors si je recule, ma carrière est terminée. Je dois me lancer. Peut-être que je me casserai la figure dans le Lauberhorn, mais je dois me lancer à l'eau. Sans ça, je ne suis plus rien. Autrement dit, un état de tension existentielle dans lequel se forment les éléments qui pourront constituer après le délire, réussir quelque chose, etc. Parfois, les sujets pris dans cette tension, plutôt
que de filer dans une construction délirante change quelque chose radicalement à leur mode d'existence. Je me permets là de raconter une petite anecdote qui date des débuts de ma carrière de psychiatre. J'avais une patiente qui vivait dans une petite ville du Chablais vaudois, très tranquille, comme ça, à l'assurance invalidité, une petite vie bien retirée d'une petite famille bien bourgeoise du Chablais vaudois, etc. Et après 2 ou 3 ans que je la suivais, j'apprends par hasard, au détour d'une conversation, qu'elle parle parfaitement l'italien. Et je m'interroge, je ne voyais pas très bien où elle avait appris l'italien, etc. Et elle me raconte que quand elle avait 20 ans, elle est tombée éperdument amoureuse d'un manœuvre italien qui travaillait sur un chantier à creuser la route juste devant chez elle, et qu'elle en est tombée complètement amoureuse. Mais c'est clair qu'à l'époque, ce type de liaison était tout simplement impossible dans sa famille, dans son village, etc. Elle était employée de banque. Elle a piqué 20 000 francs à la banque le soir même, à la banque dans laquelle elle travaillait, et elle est partie avec son ami napolitain, où ils ont ouvert et tenu une pizzeria à Naples pendant 3 ans. Voilà. Personne ne savait où elle était, etc. Et puis, l'éclosion delirante est arrivée qu'après. Au fond, c'est prise dans quelque chose de l'ordre du tréma, plutôt que de filer dans quelque chose de délirant, elle a complètement modifié le paysage de son existence. C'est ce que Conrad appelle les unsinnige Handlung, les comportements insensés. Et puis ensuite, une phase apophanique, où le sujet commence à voir dans son environnement toutes sortes d'éléments qui prennent sens. Passe un chat noir, un ramoneur, une étoile de mer, que sais-je, un chien gentil, une Mercedes verte, etc. Et tout à coup, le sujet comprend. C'est des signes extérieurs qui lui donnent une direction par rapport à cette tension existentielle dans laquelle il est. Quel destin l'attend? Il y a tout à coup une révélation de ça, et c'est le début de l'éclosion délirante. Et puis une phase décrite par Conrad comme apocalyptique, durant laquelle, en revanche, même cette connexion des éléments entre eux qui donne sens commence à se briser, se fragmente, et il y a souvent alors des sentiments de perte, de fin du monde, d'annihilation personnelle dans cette phase du délire. L'autre auteur dont je veux parler, c'est Kempinski. Je fais un peu snob, je vous avoue qu'il n'a jamais été traduit dans une autre. Il est écrit en polonais, ce livre. Dieu merci, j'ai un ami polonais qui m'en a parlé, mais sans ça, je vous avoue que je ne maîtrise pas vraiment cette langue. Mais Kempinski suggère que les délires des schizophrènes prennent souvent un des caractères suivants. Un caractère ontologique, c'est ces termes, dans le sens qu'ils expriment des préoccupations qui touchent au principe même de ce que c'est qu'être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'exister dans l'univers, dans le cosmos, etc. Ou souvent une teinte qu'il appelle eschatologique, qui touche à la question de la fin du monde, la question de la Lune, de l'astéroïde qu'on arrête de l'index, évidemment, touche à cette question-là. Ou au charismatique, touchant au sens de la vie humaine, à sa finalité. Encore une fois, si je vous évoque ça, c'est d'une part pour vous montrer encore une fois à quel point un contenu mystique est un point d'ancrage favorable à ce type de délire, et puis pour vous montrer que c'est une terminologie qui est très voisine de celle qui est utilisée dans la religion. Je terminerai peut-être très très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet directement, mais sur la question quand même de la prise en charge thérapeutique, et au fond où il y a plusieurs piliers. D'abord, il faut essayer, dans certains cas, de pouvoir traiter l'affection de fond. Quand vous avez un délire mélancolique lié à une dépression majeure, c'est clair qu'il faut essayer de traiter l'aspect dépressif en soi, par des psychothérapies, par des médicaments, etc. Les médicaments qu'on appelle les antipsychotiques sont des médicaments symptomatiques qui ne traitent pas une maladie, mais qui traitent un symptôme, comme par exemple le délire ou les hallucinations. C'est évidemment aussi
très souvent un traitement médicamenteux indispensable dans la prise en charge de ces affections délirantes. Et puis, encore une fois, et j'insiste là-dessus, le contenu du délire dit quelque chose, mais il le dit indirectement, des préoccupations existentielles du sujet. C'est aussi au thérapeute d'essayer de comprendre ces préoccupations existentielles parce qu'il sait d'autres du sujet, de sa vie, de son histoire, de l'histoire de ses propres parents, des valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur de la famille, du projet existentiel du patient, etc. Et d'essayer de faire une connexion entre ce que le thérapeute peut imaginer de ses préoccupations existentielles et du contenu des idées délirantes pour essayer de retrouver un partage intersubjectif autour de ces préoccupations existentielles plutôt que de les laisser tourner de façon solipsiste dans le délire. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de délire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Tu as vraiment bien répondu à notre attente. On sent ton immense expérience clinique et puis ton talent pédagogique. Je crois qu'on a les idées très claires sur ce que c'est qu'un délire mystique. Je te remercie infiniment. Et on peut maintenant appeler M. Laurent Amiot-Suchet, qui est maître assistant à la faculté de théologie et de sciences des religions. Il travaille à l'Observatoire des religions en Suisse et il a préparé avec Pierre Beauvais un petit argumentaire pour entrer dans la discussion. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation en tout cas à réagir aux propos du docteur Beauvais. Comme ça a été annoncé, donc je prends un petit peu au pied levé, je remplace mon collègue Christophe Monod. Je suis moins spécialiste que lui de tout un tas d'éléments liés à ces questions. Ce que je me propose ici de faire, c'est une sorte de réaction effectivement aux propos du docteur Beauvais, qui porte sur des notions assez techniques pour moi. Donc on va plutôt appeler ça une sorte de pas de côté, sociologique ou anthropologique, des réflexions qui peuvent être les miennes en tant que sociologue des religions par rapport à un thème comme celui-là. Je vais commencer simplement en vous disant que j'ai découvert les sciences sociales, plus directement la sociologie, lorsque j'ai suivi mes premiers enseignements dans le cadre des cours de sociologie de la déviance. C'était mes premiers cours et je me rappelle encore fortement cette phrase de mon enseignant qui disait toujours, afin de m'introduire à sa réflexion, « Finalement, le fou, c'est celui qui a raison tout seul ». Puis nous avons lu, évidemment, le célèbre ouvrage d'Erwin Goffman, « Asile », où nous découvrions comment les interactionnistes américains mettaient en évidence le rôle déterminant des cadres collectifs dans la construction des étiquettes sociales et donc dans la prise en charge des malades. L'un des intérêts, je crois, de la sociologie, de l'anthropologie, quand ces disciplines se penchent sur le domaine de la santé, c'est qu'elles cherchent à mettre en évidence les processus de construction sociale qui sont à l'œuvre dans l'usage même des catégorisations médicales. C'est là, je crois, un des premiers intérêts que j'ai trouvé à la communication du docteur Beauvais, que d'insister sur cette notion, cette dimension communicationnelle, pour identifier le délire plutôt que sur la quelconque pertinence de l'énoncé. Il convient en effet, je crois, de s'interroger sur l'énonciation plutôt que sur l'énoncé, sur les conditions en fait dans lesquelles ce qui est dit, plutôt que sur le bon sens de ce qui est dit. Toute croyance, on pourrait commencer par là, religieuse, politique, culturelle ou même scientifique, est basée sur des convictions socialement partagées à partir desquelles un « je crois » peut s'affirmer. Des espaces où des convictions s'affirment ne diffèrent que par les règles d'administration de la preuve qu'ils valorisent, pas par l'objectivité ou non de ce qui s'y affirme. L'exercice consistant donc à distinguer le croyable de l'incroyable, les croyances crédibles des croyances délirantes, reste pour moi un exercice normatif auquel je ne vais pas me livrer. Les sciences sociales ne peuvent ici, à mon sens, que porter une appréciation, ne peuvent pas, à mon sens, porter une appréciation sur la validité des croyances, sinon finalement que penser de ceux qui croient qu'un Dieu homme né d'une vierge est mort puis ressuscité. Tout énoncé religieux est par définition incroyable, mais il est aussi l'objet d'une élaboration collective, d'une gestion institutionnelle et enfin d'une activité de transmission. Dans une telle perspective, je crois que vous l'avez compris, le fou n'est pas fou parce que ce qu'il dit est fou, mais parce qu'il est capable de conserver ses convictions sur le long terme, alors même que l'ensemble des collectifs auxquels il s'adresse ne valide pas au moins partiellement ses idées. La folie est ici envisagée à partir de la teneur des relations sociales que l'énoncé engendre, et non pas à partir de la crédibilité de l'énoncé. De fait, entre le fou et le génie, il n'y a finalement que du temps
temps durant lequel l'appréciation sociale d'une énonciation peut changer et par là même modifier la crédibilité sociale de l'énoncé et le statut social de l'énonciateur. Par cette petite introduction sur mon petit pas de côté sociologique ou anthropologique, je tenais finalement à essayer de situer un peu la perspective à partir de laquelle je vais essayer de parler. Par définition, le mystique est celui qui fait l'expérience personnelle, ponctuelle ou régulière, d'une réalité autre, non ordinaire, une réalité qu'il perçoit, au sein de laquelle il communique, alors même que cette réalité demeure inaccessible à l'ensemble de ses contemporains. Le paradoxe du voir l'invisible, on pourrait dire, résume, je crois, assez bien l'idée de cette expérience. Le mystique est en effet celui qui entre en contact avec un monde autre et s'attache ensuite à traduire en mots cette expérience qu'on pourrait qualifier d'ineffable pour ceux qui n'y ont pas accès. De fait, le mystique se considère ou est considéré comme un être, soit élu, choisi, privilégié, ou tout du moins investi d'une responsabilité, celle de faire partager à d'autres son expérience et ce qu'il estime être les implications de cette dernière. Mais le fait qu'il se prétende détenteur d'une capacité personnelle à entrer en contact avec l'invisible fait également généralement de lui le porteur d'une forme de contestation. Aussi, comme le dit Robert Amaillon, je cite, « La transcendance ne souffre par définition ni contact direct, ni identification, ni imitation, autant d'attitudes qui reviennent à la nier. C'est la raison non seulement de la condamnation du chamanisme et de la possession par les églises des grandes religions, mais aussi des difficultés que leur cause leur mystique. » Depuis que nos disciplines se sont confrontées à l'analyse des expériences que l'on pourrait qualifier de mystiques, au sens donc où un individu vit une expérience personnelle d'une réalité autre qu'il ne peut faire partager à d'autres que par le récit ou la pratique extatique, une question fondamentale s'est trouvée posée. Quel est à la fois le degré de sincérité du sujet et parallèlement, dans quelle mesure ce type d'expérience ne relève-t-il pas de la psychiatrie? Je repars sur cette idée parce que je crois qu'effectivement le débat, dans le fond un peu originel, entre Freud, Malinowski puis Lévi-Strauss concernant la question de la folie du chaman, institue en quelque sorte les orientations divergentes sur ces questions entre nos disciplines. Ce débat, très bien résumé, je crois, par Richard Lioget dans son ouvrage sur l'histoire de l'ethnopsychiatrie, porte en effet sur la dimension pathologique ou non du chaman. Alors que pour les uns, ce dernier est un individu perturbé qui a pu, dans une société donnée, attribuer un rôle social à son trouble en revêtant le costume du chaman, pour les autres, ce sont les représentations cosmologiques du monde qui donnent sens à ce rôle que le chaman est invité à jouer sous le contrôle de la société qu'il a mis en place. Bien sûr, nos disciplines ont fait du chemin depuis ce moment, notamment en montrant le rôle parfois déterminant d'une pathologie dans le processus au cours duquel un individu allait se trouver progressivement désigné comme un candidat potentiel, méritant du coup d'être l'objet d'une cure initiatique. Dans bien des travaux, je pense notamment aux travaux de mon ancien directeur de recherche Bertrand L sur la possession et le chamanisme, la pathologie persistante d'un individu agit comme un signe d'anormalité, et c'est cette anormalité originelle détectée et alors, qui nécessite alors une forme de diagnostic par la cure chamanique qui allait ensuite permettre à un sujet de se confronter à des mondes spirituels et d'avoir l'occasion plutôt de faire la preuve de sa capacité à jouer ce rôle. Si donc une pathologie pouvait dans ce cas-là, si donc une pathologie qui pourrait dans un autre cadre relever de la psychiatrie joue ici le rôle d'élément déclencheur, elle n'est pas pour autant une condition sine qua non, mais plutôt une condition de félicité. La maîtrise de la pathologie deviendra, elle, par contre, une condition indispensable, car s'il y a bien une dimension largement partagée par les études anthropologiques sur le chamanisme et la possession, c'est bien de dire que l'initiation vise la maîtrise de soi et le développement d'une pleine capacité à jouer le rôle social que la société attend de celui qu'elle a plébiscité. Je rappelle cette phrase, je crois assez célèbre, que j'aime beaucoup, de Roger Bastide, qui nous dit « Or, la transe des soi-disant primitifs est le contraire même du déchirement corporel, de l'abandon aux pulsions inconscientes, de la crise hystérique. C'est un jeu liturgique qui se rapproche plus, au fond, de la représentation théâtrale que des grandes crises de nos asiles psychiatriques. Car elle est, la transe donc, du commencement à la fin, contrôlée par la société, car elle remplit une fonction sociale, celle d'établir un contact entre les dieux et les hommes, communication qui permet à ces dieux de descendre sur la terre pour le bien de la communauté, car elle constitue, la transe toujours, car elle constitue, pour un très grand nombre de religions, un phénomène normal, culturellement institué et dirigé, que dis-je normal, obligatoire et sanctionné.
La question que pose, je crois, en somme, ce cadre anthropologique est celle de la possibilité de définir des critères en dehors de la variété des cadres collectifs dans lesquels les choses s'expriment. L'intervention du docteur Beauvais insistait sur l'aspect communicationnel, élément avec lequel je me sens assez en accord, je l'ai dit, mais finalement, identifier la rupture d'un lien intersubjectif n'est pas une chose aisée, car il me semble que cette rupture n'est identifiable qu'au sein d'un cadre précis de contexte de parole. Et que si dans un certain cadre il peut y avoir rupture, il n'est pas nécessaire qu'il y ait rupture dans tout autre cadre. Alors je vais me contenter de poser deux exemples liés à mes propres recherches, où il me semble qu'effectivement la question de la rupture du cadre intersubjectif peut se poser différemment. Mon premier cas sera celui du pèlerinage de Lourdes, sur lequel je travaille depuis bientôt 10 ans, en ayant eu à plusieurs reprises l'occasion de participer comme observateur à un pèlerinage de malades, d'abord avec des groupes de Français, puis en 2009 et en 2010 avec le pèlerinage de Suisse romande. Alors l'histoire de Bernadette Soubirous, liée aux apparitions mariales de Lourdes, témoin donc de plusieurs apparitions mariales en 1858, est tout à fait intéressante en fait, puisqu'elle fut longtemps suspectée de pathologie mentale avant finalement d'être officiellement reconnue par son Église comme une voyante authentique. Les travaux de l'historienne Ruth Harris sur l'histoire de Lourdes sont tout à fait passionnants car finalement elles nous montrent tous les enjeux à la fois politiques, religieux et scientifiques qui se sont cristallisés autour de cette histoire, autour de cette question de l'authentification des apparitions à Lourdes. Et c'est ici en somme l'Église qui va valoriser l'aspect cohérent du contenu en aidant la voyante à retravailler son énoncé, l'aspect cohérent du contenu des messages mariaux pour participer à la procédure de reconnaissance de bonne santé mentale de la voyante et par là même de l'authenticité de son message. Lorsque je mène mes investigations à Lourdes, lorsque j'écoute les pèlerins traduire en mots ce qu'ils vivent, ressentent ou expérimentent en termes de présence mariale, je ne peux finalement que m'interroger sur la réception de telles paroles en dehors du contexte du pèlerinage. Les expériences décrites évoquent parfois le ressenti d'une présence rassurante et peuvent même dans certains cas parler de signes perçus ou de messages reçus. Les pèlerins ne sont pas des mystiques, mais nombre d'entre eux considèrent que durant le pèlerinage, ils entrent en contact avec une transcendance dans un registre d'expériences inédits qu'ils n'ont jamais expérimenté ailleurs. Cela ne les autorise pas à parler de n'importe quelle manière de leurs expériences. Si les responsables des sanctuaires valorisent la pratique du témoignage public, les cadres collectifs où ces expériences se racontent savent aussi recadrer, on pourrait dire, les discours des personnes qui évoqueraient la présence mariale dans un registre magique hétérodoxe. Néanmoins, les récits en circulation, dans le cadre du pèlerinage, valorisent, je crois on peut le dire, valorisent la nécessité d'une expérience, du vécu d'une expérience quasi physiologique de la présence mariale, en insistant parfois, et même souvent, sur l'impossibilité de traduire en mots une expérience personnelle de cette présence. Or, si ces discours en circulation sont monnaie courante, ils disparaissent, ou du moins se reformulent autrement, dès le retour chez soi. Comme l'a montré Elisabeth Claverie dans ses recherches sur les pèlerinages mariaux, une des compétences acquises par les pèlerins consiste à apprendre à gérer le retour en mobilisant d'autres registres de discours afin justement de ne pas passer pour des fous aux yeux de leur entourage. Ce qui pourrait donc être identifié comme un récit délirant à l'extérieur, pouvant conduire à des formes de marginalisation, demeure à l'intérieur, dans le cadre du pèlerinage, un récit convenu, classique, voire même parfois obligatoire pour qui veut partager pleinement l'expérience collective. Je prendrai un deuxième exemple, celui-là est tiré d'une autre partie de mes recherches portant sur les communautés charismatiques protestantes, de type pentecôtiste, sur lesquelles j'ai mené mes recherches doctorales, il y a déjà quelques années quand même. À l'époque, je découvrais l'univers du pentecôtisme en menant des observations ethnographiques sur des communautés de l'Est de la France. Au sein de ces groupes, j'étais très régulièrement amené à discuter avec les membres de ces églises sur leur parcours de conversion, et les récits qui m'étaient donnés étaient du coup particulièrement extraordinaires pour moi. Le fait de ressentir la présence de l'Esprit Saint dans son corps et de communiquer avec la transcendance était un véritable leitmotiv dans ces récits. Tous les membres, ou presque, étaient d'ailleurs amenés au moins une fois par an à faire le récit public de leur conversion devant l'Assemblée et mettaient alors régulièrement en scène, dans leurs récits, des expériences de communication directe avec le divin. Là encore, comme pour les pèlerins, le recours à de tels récits en dehors de l'Assemblée, dans sa famille ou dans son lieu de travail, n'allait pas sans poser quelques problèmes, et les convertis expérimentés apprenaient à lisser leur discours une fois à l'extérieur du groupe. Mais au sein de l'Église, déclarer avoir vécu ce type d'expérience constituait finalement plutôt une nécessité, une obligation, pour être reconnu comme un membre à part entière. Celui finalement qui, après plusieurs années,
aurait continué de dire qu'il n'avait jamais entendu Dieu lui parler, aurait sans doute pu passer pour un piètre converti. Et là encore, comme dans le cadre du pèlerinage, il était aisé de voir le rôle recadrant des pasteurs et des anciens, qui, s'ils valorisaient ce type de témoignage public, pouvaient également intervenir lorsque les discours sortaient des cadres d'expression habituels. Voilà un peu à partir de ces deux exemples les réflexions que m'évoque l'intervention du Dr Bovet et cette question du lien communicationnel. Vous avez, je pense, compris un petit peu le questionnement qu'est le mien, ou ce qu'a évoqué, dans le fond, ma réflexion. Finalement, on pourrait dire que si la probabilité qu'un discours évoquant une expérience personnelle de contact immédiat avec le divin, si la probabilité qu'un tel discours soit qualifié de délire dépend de ses conséquences communicationnelles, alors tout dépend finalement du croyable acceptable dont les limites sont circonscrites par le groupe ou l'institution au sein duquel le discours se déploie. Finalement, ce qui compte, ou ce qui m'intéressait chez mes pèlerins comme chez mes convertis, c'était qu'ils faisaient preuve d'une certaine capacité, d'une compétence, une compétence au moins à faire varier le registre d'énonciation de leur discours en fonction du contexte de réception pour justement maintenir ce lien intersubjectif. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on pourra du coup discuter de la variété de nos énoncés. Merci beaucoup à M. Laurent Amiotte-Suchet. Nous arrivons maintenant à la phase où vous allez pouvoir dialoguer avec les conférenciers. Je les prierai volontiers d'aller se mettre à la table des orateurs. Et puis, je vais demander à Elena Martinez de faire fidèlement le porte-micro.